d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux matchs. Désolée. Hello Kikou. Je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? C'est lourd. Est-ce que tu me permets de te rappeler parce que j'avais lancé un live? Dès que j'arrête, je te rappelle, s'il te plaît. Merci, bisous. Désolée. Il fait une telle chaleur ici, je ne sais pas. Malgré la clim, ça va pas. C'est là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et cela va bien. Ouh, yo. Et cela va bien. La nanana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Ouh, yo. Bonsoir les miens, partagez le live s'il vous plaît, mettez les cœurs. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Bonsoir camarades, ça va? Bonsoir les miens. Promouvoir la démocratie sont des dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous mes très chers compatriotes, vous le savez, nous sommes Gabonais, nous sommes surtout Africains et vous savez bien qu'en Afrique, il y a toujours, même lorsqu'on parle des questions très sérieuses, une petite dose de folklore. Un peu de musique, ça adoucit les mœurs et c'est pour cela que je me permets, non pas par irrespect, eh bien, de souvent introduire mes lives avec une petite musique et comme celle-là m'est dédiée, et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier bien évidemment l'auteur, la personne qui a pensé à moi, qui a rédigé ce texte, qui parle de moi au titre de moi en fait. Et donc, pour essayer non seulement de vous voir venir, de détendre un peu l'atmosphère et puis de nous faire une communication qui soit digne eh bien, de notre République en partage et surtout de notre citoyenneté revendiquée. Chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver lorsque j'en ai l'opportunité, lorsque j'en ai l'occasion, et c'est d'ailleurs bien évidemment l'occasion de m'adresser directement à vous ce soir après avoir fait un texte. Pour une simple et bonne raison, je sais que beaucoup de nos compatriotes ne lisent pas. Je sais que beaucoup de nos compatriotes n'aiment pas lire. Et quand on écrit sur des sujets sérieux, souvent c'est très long. Parce qu'on veut traiter de la question sans oublier, bien évidemment, une partie du sujet. Donc, souvent, c'est long. Et je connais mes compatriotes. Quand c'est long, ça fatigue. Et donc, je me dis, il faut penser à ces autres compatriotes qui n'aiment pas la lecture pour faire un petit live, une petite vidéo leur permettant aussi d'être à la même hauteur d'information nous provenant, et bien que, bien évidemment, ceux-là qui s'obligent à la lecture.
Alors, nous allons parler ce soir. Je prends la parole solennelle de ma citoyenneté revendiquée pour dire qu'il faut d'ores et déjà, il faut maintenant, bien évidemment, qu'une solution soit trouvée au niveau de l'éducation nationale. Et je livre mon analyse, bien évidemment, de ce que je constate dans l'environnement politique, de la gestion de cette crise et de cette problématique, bien évidemment liée aux revendications légitimes, et tout le monde s'accorde à le reconnaître, et bien de nos chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au-delà de ce que je sois juriste, je suis aussi politiste, c'est-à-dire je suis diplômée de sciences politiques. Donc, il m'arrive de temps en temps d'avoir un regard, bien évidemment, au-delà du juriste, mais bien évidemment qui coince avec les exigences de sciences politiques, les questions de responsabilité institutionnelle et gouvernementale, pour que naturellement, eh bien, je permette à ceux qui me suivent d'avoir la réalité d'une information falsifiable. En sciences politiques, ce que on parle de vérité falsifiable ou information falsifiable, une information qui reste vraie jusqu'à preuve du contraire, mais scientifiquement, jusqu'à ce qu'on l'on établisse une réalité contraire ou qui vienne en contradiction de celle qui avait été établie pour vrai à ce moment-là. Donc, quand on parle de vérité falsifiable, de réalité falsifiable, n'allez pas croire que j'ai parlé d'une vérité falsifiée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je suis gabonaise, je suis enfant de ce pays. Et je porte dans mon âme, mon corps, mon être, le Gabon. Et je ne peux malheureusement, au gré de quelque intérêt que ce soit, me réjouir, eh bien, du mal-être gabonais, du mal-être du peuple gabonais, du mal-être de la nation gabonaise, en aucune manière. Et peu importe les intérêts en cause. Par contre, je suis de ceux-là qui peuvent même aller jusqu'à prendre des risques pour pouvoir rétablir l'ordre, pour pouvoir établir naturellement ce qui nous honore. Vous savez, j'ai toujours eu à le dire, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup se perdent quand ils me suivent. Je me rappelle encore comme hier sous Ali Bongo, ô combien on me rappelait que je cherchais un poste pour une simple et bonne raison que je m'exprimais, eh bien, de citoyenneté républicaine et effective. C'est-à-dire, quand il faut s'exprimer, peu importe le degré de déception, le degré de colère, l'interpellation de chacun a toujours resté conforme à l'ordre public. Pour beaucoup, était perçu comme étant un soutien à celui qu'on a constitué oppresseur. Le simple fait de rappeler le respect des règles, même dans des périodes de crise, était vu comme une solidarité à l'oppresseur. Malheureusement, on a failli. L'école de la République a failli. Elle ne nous a pas inculqué véritablement la notion de citoyenneté. Elle ne nous a pas inculqué véritablement la notion même de l'intérêt général, le sens même eh bien, du respect de l'ordre public et des règles. Depuis toujours, on a toujours fonctionné dans notre pays eh bien, dans une sorte de foufrocratie, c'est-à-dire un mélange de genres. Vous savez, le foufou, on mélange un peu de banane, un peu de manioc, un peu de blé, on mélange tout, on pile et puis voilà, pourvu que ça donne quelque chose de comestible. Et c'est comme cela qu'on fonctionne. Et j'ai toujours eu à rappeler que, personnellement, j'ai du mal à fonctionner comme cela. Parce que je suis une enfant née dans les interdits. J'ai grandi au village. Au village, il y a beaucoup de tradipraticiens. Et ma famille avait beaucoup de tradipraticiens. Et quand on grandit dans ce milieu, on vit tellement avec des interdits qu'on a de liberté que dans le strict respect de ces interdits-là. Et cela m'a amené à avoir une capacité d'assimilation à la République,
beaucoup plus efficace, qui me permet de savoir que je n'ai ma liberté que dans le strict respect de l'ordre public. C'est pour cela que les républiques de chaos, les républiques où on n'a pas les règles préétablies, les républiques où on ne sait pas quelles sont les limites, quel est le cadre dans lequel on peut se mouvoir et quel est le cadre en dehors duquel on ne peut pas, j'ai du mal à fonctionner. Parce que dès que vous me dites du point A au point B, B à C, C à D, voilà où vous pouvez vous permettre de vous mouvoir. En dehors, vous êtes vulnérable. Je ne vais pas prendre de risque d'aller en dehors. Je vais rester dans mon cadre et je vais exprimer toutes les libertés que me permettent ce cadre. Donc, le respect des règles est important. Chers compatriotes, le désordre n'accouche de rien. Absolument. Et quand une gouvernance s'arrime au folklore, qui donc renie les responsabilités même régaliennes de certains acteurs publics, pardonnez-moi, j'ai du mal à comprendre. Je me retrouve vraiment en incapacité de rationalité et de rationaliser ce qui se passe. Qu'est-il devenu notre cher Gabon? Qu'est devenu notre chère patrie? Est-ce que le Gabon est devenu ce pays absolument impossible de gouvernabilité, impossible de gouvernance sérieuse, impossible de gouvernance responsable, où l'on mêle les torchons et les serviettes? Parce que j'ai été très estomaquée, scandale choquée, comme on dit au quartier, de me rendre compte que nous sommes en pleine crise de l'éducation nationale. Nous avons notre ministre de l'Éducation nationale, bien ou mal, quoi qu'on lui reproche, moi-même la première, sa communication qui dérive, abusive, irresponsable, bien qu'on lui reproche tellement de choses, sa communication de combat, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une communication institutionnelle, responsable, qui assoit l'autorité qu'elle incarne, qui rassure et qui apaise, parce qu'il ne sert à rien de venir dire en toute humilité, moi Marlène, Fabienne et Sola et Funtam, je vous demande franchement, chers enfants, de partir à l'école, alors que le problème n'a jamais été les enfants. Les élèves ne sont pas en grève, ce sont les enseignants. Cela dénote d'une grande irresponsabilité gouvernementale. Il ne sert à rien de réunir l'organisation des parents d'élèves pour faire un bras de fer contre ceux-là même qui sont, bien évidemment, à l'origine du mouvement. Les parents d'élèves ne sont pas en grève pour dire que pour sortir de la situation, je me fais comme allier les parents d'élèves. Se faire comme allier les parents d'élèves, c'est opposer aux revendications sérieuses et bien ce que l'on appelle un bras de fer. Se faire comme allier l'usager du service public, c'est avouer son échec face à ses propres agents qui revendiquent leurs droits. C'est avouer son impuissance à trouver des solutions, à apporter des réponses, et bien aux préoccupations posées sur la table de manière claire et limpide. Se faire comme allier les parents d'élèves, c'est ne pas vouloir résoudre les problèmes, c'est faire pression en utilisant l'intimidation, en utilisant la menace, l'intimidation morale, la menace morale, en disant oui, si nos enfants ne vont pas à l'école, c'est votre faute. Mais ces enseignants, ils ont tous leurs enfants dans les mêmes écoles. Ces enseignants ne sont pas ceux-là dont les enfants sont scolarisés dans les établissements qu'on va appeler de riches à Libreville. Les établissements français, les établissements américains, anglais ou je ne sais pas quoi. Les enseignants sont des Makaya comme vous et moi. Des enseignants sont des Madouakas, je ne sais pas si c'est le bon mot. Des enseignants sont ces personnes-là même qui vivent nos réalités. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont en grève. Parce qu'ils crient leur dignité. Ils ont besoin de se retrouver restaurés dans leur dignité. Ils ont besoin de se sentir citoyens gabonais considérés, valorisés, agents publics
protégés par le principe des carrières. Il ne s'agit que de cela. Nous avons une fonction publique de carrière. Ce principe de carrière doit être respecté. J'ai vu qu'au début, bien évidemment, de ces mouvements, quand je suis arrivée, ça fait une semaine et demie à peu près, je voyais beaucoup de personnes dire, oui, c'est pas seulement la faute du ministère de l'Éducation nationale, c'est aussi la faute du ministère de la fonction publique. Pardonnez ma vie, j'ai envie de dire non. Il n'est aucunement question d'engager dans le conflit actuel la responsabilité du ministère de la fonction publique. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, on pouvait le supposer. Mais dès lors que notre ministre de l'Éducation nationale s'est transformée en influenceuse dans cette gestion de crise, jusqu'à filmer une séance de travail censée être secrète, discrète, interdite au public, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit de telles choses. Pour nous démontrer qu'elle travaille. C'est là où on s'est rendu compte qu'à bon, on accusait le ministère de la fonction publique là, alors que les dossiers n'étaient même pas encore partis du ministère de la fonction publique, de l'éducation nationale pour le ministère de la fonction publique. C'est sous nos yeux, il y a quelques jours, qu'on a vu, bien évidemment, comment on transporte les dossiers dans les valises pour les prendre du ministère de l'Éducation nationale pour le ministère de la fonction publique. Les fiches bleues. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut accepter de tels spectacles, Monsieur le Président de la République. Beaucoup ne peuvent pas vous le dire, je vous le dis. L'attitude de notre ministre est irresponsable et indigne. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que vouloir nous démontrer qu'elle travaille, ça va nous amener à aller fouiller dans les choses dans lesquelles nous ne devons pas fouiller. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas à nous prouver qu'elle travaille. Parce qu'elle est payée pour cela. Elle est entretenue pour cela. Il est 20h48. Vous savez à quelle heure je pars de ce bureau? Parfois, je pars d'ici même à 2h du matin. Parfois, je dors là sur mon canapé. Je déplie mon truc, je dors. Quand les dossiers sont brûlants. Mais au nom de quoi je vais me filmer pour prouver que je travaille? Quand je suis dans ce cabinet assise, les gens pensent que je n'ai pas de dossier, je n'ai pas de clients, mais moi je travaille tous les jours. J'ai toujours au moins des dossiers sur la table. Mais vous n'allez jamais me voir parce que je ne vais pas ce que je critique des autres. C'est pourquoi je pointais du doigt certains de nos compatriotes hier, qui sont même agents publics, moi je ne le suis pas. Je ne vais pas me mettre à le faire. Filmer les clients pour prouver que j'ai des clients. Filmer les gens qui viennent à mon bureau pour prouver que je reçois du monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a à prouver à qui? Prouver aux gens qu'on a des clients, en fait, c'est pour donner quoi et démontrer quoi? Prouver qu'on reçoit du monde au bureau, c'est pour prouver quoi et démontrer quoi? Je ne sais pas. Combien de fois quand on est agent public, le secret de l'administration, tout agent public doit être soumis, lisez le statut général de la fonction publique, à l'obligation de discrétion. Où est la discrétion? Quand on montre au monde entier que voilà, les fiches bleues, comme des petits pauvres Gabonais, des Gabonais. On voit les photos, on voit les machins, les fiches bleues, on travaille, oui, lisez. On entend même certains noms. Mais au titre de quoi vous devez citer les noms des gens à la télévision ou dans un truc? Respectez la vie privée des gens, le secret des procédures. Et on a appris que les listes sont sorties depuis hier où certaines commencent à apparaître. Et que dans une même promotion, on peut retrouver les noms de X et pas de Y. Quels ont été les critères? Quand on gère une crise sur des questions sérieuses et des problèmes sérieux, quand on décide de trouver des solutions, il faut de la transparence dans tout. Chers compatriotes, nous avons plus de 27 000 dossiers ou 30 000 dossiers en attente tant de régularisation, tant comment on appelle, d'avancement, tant vous citez tout ce qu'il y a comme problème. Cependant,
La réalité budgétaire de notre pays, des informations reçues des ministres, des ministères en charge, fait que nous ne pouvons malheureusement répondre favorablement à la situation de tout le monde en un temps. On a donc décidé de traiter d'abord tel nombre de dossiers et les autres dossiers vont être traités de manière échelonnée ou échéanciée. Donc, on fait un calendrier du mois de janvier au mois de février. Où on est là, on est en janvier. Du mois de janvier au mois de février ou de décembre à janvier, les dossiers prioritaires sont les dossiers allant de l'année temps à l'année temps. Et qui concernent les cas de temps. Parce qu'il est absolument injuste de trouver une solution à celui qu'on a recruté hier. Alors que l'autre attend depuis 10 ans sa solution. Il est en poste, il travaille et lui, il doit encore attendre. Comme vous voulez résoudre l'équation la plus facile, ceux-là, on les a recrutés hier, donc on va régler leur situation tout de suite et puis on passe à autre chose, non? Là, vous n'avez rien réglé. Vous n'avez rien réglé. Et vous instituez l'arbitraire en norme. Et au lieu de régler les problèmes, on va continuer à encourager dans ce pays l'impossibilité de se battre pour l'intérêt général. Parce que chacun, dès qu'il va trouver son nom, j'ai réglé mon problème, pourquoi je vais continuer la grève? Parce que c'est l'esprit qu'on nous a inculqué dans notre pays. Nous ne savons pas nous battre pour la nation. Nous ne savons pas nous battre pour la République. Nous ne savons pas nous battre pour l'intérêt général. Chacun de nous défend son intérêt particulier. C'est pour cela que je rigole souvent. Depuis quelques jours, quand je vois souvent certains, « Ah oui, toi on ne te comprend plus, on ne sait plus, ben voilà, avant tu étais comme si... » Qui va mourir pour les Gabonais encore aujourd'hui? Qui? Tu mets ta vie, j'ai mis en 2 ans de transition, ma vie en danger. C'est vrai que personne ne m'a demandé, c'est ma vocation. C'est un appel, je me suis senti appelée. Je me suis senti le besoin de défendre mon pays, le Gabon. Mais, quand le moment est devenu critique et qu'on a demandé tous les soutiens des réseaux sociaux, là, ils n'étaient pas là. Hein. Ni financièrement, ni moralement, ni, je ne sais pas. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Et ce sont les mêmes. Dès que tu te retrouves dans la merde, ils vont faire quelques publications, quelques jours, et puis, fiou, il n'y aura plus personne. Seul toi, tu vas payer. Seule ta famille va payer. Seuls les tiens vont souffrir. Et c'est ce qui tue le combat public au Gabon. Quand on se bat pour les droits, on a toujours des traites parce que nous sommes très majoritairement éduqués au chacun pour soi. Nous sommes éduqués à être égoïstes. Nous sommes éduqués à ne pas savoir ce qu'est l'intérêt général. Nous sommes éduqués à ne pas ressentir la douleur de l'autre. Tant que cela ne nous concerne pas encore, ce n'est pas notre douleur. Elle ne va nous intéresser que quand la douleur là aussi va commencer à nous concerner et qu'on se rendra compte que finalement, eh ben, il faut que je me lève. Tant que c'est l'autre qui est blessé là, ça ne nous regarde pas. Pourtant, de tous les problèmes dont je parle sur les réseaux sociaux, je ne sais pas lequel me concerne personnellement et individuellement. Très rares sont ceux-là. Parce que il faut toujours voir au-delà de sa petite personne l'intérêt général. Nous sommes individualistes. Et ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Nous sommes individualistes. Nous nous réjouissons du malheur des autres. Nous adorons voir les autres tomber au sous-sol. Nous sommes égoïstes, nous, peuple gabonais. Mais ce n'est pas totalement notre faute. C'est le politique qui nous a éduqués comme cela. Et malheureusement, ça continue. Malheureusement, ça continue. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes comportements qu'on reprochait hier, dès lors qu'il y avait une manifestation sérieuse, ce sont les manifestations, ce sont les luttes sociales qui ont amené aux garanties que nous avons aujourd'hui, dont nous nous prévalons et que nous brandissons. Les autres sont morts pour ça. Les autres sont morts pour accéder à tout ce que nous réclamons aujourd'hui là. Mais nous, on est là, on veut le beurre, l'argent du beurre, les crémiers et le reste. On ne veut pas faire d'efforts. On ne veut pas se sacrifier. On désigne quelques-uns pour se sacrifier pour nous. Et le jour où ils tombent, nous sommes les premiers à leur pointer du doigt. À leur dire qui les a envoyés.
Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Mais qui a dit au vieux là de partir de Bitam pour venir faire les mouvements? Ah bon? Le sens d'un engagement social, le sens de se battre, de militer pour une cause, on ne le connaît pas dans notre pays. Et c'est dommage, chers compatriotes. Donc revenons à notre crise. Il est d'aucun intérêt pour qui que ce soit qui aime ce pays de laisser perdurer la situation. Mais les autorités compétentes ont foiré. Et j'ai mal à mon Gabon de constater que nous ne sommes pas capables de nous comporter dignement, institutionnellement parlant. C'est dommage. Je disais donc que j'ai été estomaquée, choquée qu'en pleine crise sociale, alors que plusieurs décrient, eh bien, le ministre, dénonce le ministre, demande que le président de la République fasse démissionner le ministre, demande que la ministre elle-même démissionne, prenne de la hauteur, prenne ses responsabilités citoyennes d'abord, et de dire que non, je ne peux pas être celle-là qui va être le visage du blocage de l'école de nos enfants, parce que mes enfants ne sont pas dans ces écoles. Oui, c'est bien beau de nous dire je suis une mère, et en tant que mère, eh bien, je vous demande d'aller à l'école, patati patata. Non, les enfants de cette dame ne sont pas dans les écoles publiques. Même pas moi qui vous parle. Je n'ai pas mes enfants directement, peut-être les enfants de mes frères, mes soeurs sont dans ces écoles. Et même si les miens étaient ici au Gabon, tellement je ne fais pas confiance à l'école de mon pays, je ne risquerais pas d'aller inscrire mon enfant dans les mêmes écoles où moi j'ai été. Peut-être mes parents n'avaient pas les moyens de dire que eux, ils vont me donner plus que ce que j'aurais dû avoir. Ils se sont déjà battus de ne pas me mettre dans les lycées publics pour me mettre chez les catholiques. C'était leur niveau là-bas. Et c'est ce qui était disponible à Mindik. Il n'y avait pas de lycée français là-bas, ni à Mindik, ni à Oyem. Mais moi, mes enfants à Libreville, ne nous mentons pas. Je vais aller les inscrire au lycée Léon-Bas. Pourquoi? Je ne fais pas confiance à l'école de la République, alors que c'est ce qui devrait être la règle. Si je suis ministre de la République, mes enfants, ministre de l'Éducation surtout, mes enfants doivent apprendre dans les établissements publics. Là, en tant que mère, et c'est là où le cœur de mère que je suis va parler, de dire que je ne veux pas que mon enfant échoue. Et si je ne veux pas que mon enfant échoue, je dois tout donner à cette école publique pour qu'elle soit au standard de compétitivité, qu'elle soit au standard d'une qualité d'éducation qui ne fait pas de mon enfant le dernier de la course dans le monde de demain. Donc je vais tout donner. Mais si on a la quasi-totalité, et là même je suis gentille de dire la quasi-totalité de nos enfants qui sont dans les établissements privés et qui ne sont même pas si privés que cela parce que ce sont des établissements d'autres États. Ça veut dire que nous faisons confiance à d'autres États sur notre propre territoire pour l'éducation de nos enfants, alors que nous-mêmes, nous pouvons organiser une éducation solide et fiable pour tous nos enfants. C'est pareil avec la santé. Nous ne faisons pas confiance à l'hôpital général. Nous ne faisons pas confiance aux hôpitaux publics. Pourquoi nous allons dans les cliniques? Parce que nous savons que le soin, la qualité du soin, la qualité du service, la qualité parfois du dispositif, du plateau médical n'est pas fiable dans l'hôpital public. Donc, si quelqu'un tient un peu à sa vie, la personne va aller se soigner au privé. Tous nos dirigeants là, c'est à l'étranger. Et nous-mêmes qui avons un peu là, on se cotise un peu. Quand on a un peu d'argent, le petit bilan de santé que tu peux faire ici, tu vas dépenser l'argent d'un billet d'avion aller-retour. Pire encore, si tu prends business class, ça te fait déjà un petit soubassement quelque part. L'argent d'un soubassement, tu prends ça, tu vas en France. Parce que tu veux te soigner dignement. Donc, on n'aime pas notre pays, soyons honnêtes de le reconnaître. Le jour où on va aimer notre pays, on a les moyens, on va le transformer. Le jour où on va aimer notre pays, on a les moyens, on va loger dignement chaque Gabonais. Il n'y aura plus les Madouaka ou les Tchikatché-Jotom qu'on voit tous, qui nous côtoient tous dans le Grand Libreville. Parce que le Gabon a les moyens.
Le Gabon a les moyens de 2 millions de personnes, c'est quoi? 2 millions de Gabonais, c'est rien du tout. Quand on a des dirigeants qui aiment leur peuple, qui aiment leur pays, qui sont amoureux, qui ont, je ne sais pas, le véritable patriotisme en eux, ils ne vont pas vouloir manger du caviar seuls et boire du champagne. Ils vont partager le peu qu'ils ont. Si tu peux construire une maison de 1 milliard, c'est que tu peux en construire au moins 50. Ah, je ne sais pas, 5, 10 millions. Combien de Gabonais peuvent même s'offrir une maison de 10 millions? Combien? Pourtant, l'État est en capacité de faire ça pour eux. J'entends, oh, il faut sortir de l'assistanat. Mais il faut d'abord mettre les gens sur les rails. L'État, avec un peuple embryonnaire comme le nôtre, un peuple neuf comme le nôtre, on n'a que 60 ans d'existence. L'État doit se comporter en bon père de famille avec chaque Gabonais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, bah écoutez, un père de famille normalement constitué qui a les moyens, qui a réussi sa vie. Et on suppose que l'État a réussi sa vie. L'État a les moyens de ses politiques. C'est celui-là qui va, lorsque son enfant arrive à majorité, 18 ans, lui dire, voilà ta maison, voilà la clé de ta première voiture. Et le travail, tu as fait l'école pour ça, tu as les diplômes, voilà. Maintenant, tu te débrouilles. Si tu ne t'en sors pas là-bas, c'est ton problème. Je pourrais être là que des moments difficiles pour te permettre une réinsertion. Mais ce n'est plus moi qui te prends en charge. Maintenant, toi, tu vas travailler. Et ce que tu vas travailler, ça va revenir à l'État pour que l'État continue le même travail auprès des autres. Donc, si l'État n'a pas déjà mis les gens sur les rails, n'a pas assumé son rôle de bon père de famille ou de bonne mère de famille, on va se perdre. On va chanter tous les jours que oh, l'État ne peut pas tout faire. L'État doit tout faire dans notre contexte. L'État doit tout faire pour chaque Gabonais d'abord. Et avoir maintenant les raisons de suivi et de contrôle de dire que je vous ai mis en condition, je vous ai tout donné. Celui qui échoue, même s'il faut aller en prison pour avoir échoué, vous irez en prison pour avoir échoué. Mais au moins, on aura la traçabilité de ce que l'État a fait. Mais quand on est défaillant, on vient nous sortir, l'État ne peut pas tout faire. L'État gabonais peut tout faire pour ses compatriotes. Mais on ne s'aime pas assez. On a hérité de la mentalité esclavagiste de la période coloniale. C'est-à-dire que certains sont devenus des colons de leurs propres frères. J'ai l'impression que dans ce pays, nous n'avons pas guéri du traumatisme colonial. C'est-à-dire que les actes qu'ont subis nos prédécesseurs, nos pères, nos grands-pères, dans le traitement qui leur était infligé par l'administration coloniale, ils en ont hérité et trouvent légitime de nous le transférer, de nous traiter de la même manière. Et c'est cela qui se passe de génération en génération. On ne reconnaît pas notre citoyenneté, on ne nous considère pas au titre de cette citoyenneté, on ne nous établit pas dans nos droits dans cette citoyenneté, alors que nous la méritons. Nous sommes citoyens gabonais. Un citoyen a des droits, c'est vrai, il a des obligations, mais à quand l'observation par l'État de ces obligations pour que nous soyons en capacité de revendiquer nos droits, mais aussi en capacité de pouvoir observer notre part d'obligation. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'obliger. Voilà. Ce n'est dans l'intérêt de personne que la crise de l'éducation perdure. Que ce soit sous Ali Bongo hier, que ce soit aujourd'hui. Chers compatriotes, j'ai toujours dénoncé l'instrumentalisation politique des sujets sérieux. La partisanerie politique sur des sujets sérieux. J'ai toujours eu à dénoncer dans notre pays qu'il y ait, eh bien, ce jeu malsain politique. Et c'est pour cela que j'ai toujours dénoncé que les acteurs syndicaux, eh bien, s'engagent aussi en politique. Ça crée des confusions inacceptables. Parce que lorsqu'on fait que le même acteur, il est en politique, le même acteur, il est, comment vous appelez ça? Il est syndicaliste, il y a confusion de genre. Quand il prend la parole, on ne sait plus qui parle. Est-ce que c'est le syndicaliste? Est-ce que c'est... Et ils sont toujours en responsabilité. Il est en responsabilité en politique, alors que c'est incompatible. Donc parfois, quand on traite de la question syndicale, on voit le visage politique, l'argumentaire politique
les idées politiques, la volonté politique de bloquer ou de je ne sais pas quoi. Et vice-versa. Il faut dépolitiser l'environnement syndical et il faut que les revendications restent syndicales. Ça, c'est un. Deux, l'institution doit prendre ses responsabilités, chers compatriotes. On a tous dit, moi y compris, que le fait que Madame la ministre actuelle soit là depuis 5 ans, même si elle nous a dit qu'elle était d'abord ministre déléguée, après elle a été ministre, après, en tout cas, ça fait 5 ans, si ce n'est plus, qu'elle est là, dans ce ministère. Parce que même en tant que ministre déléguée, on connaît des sujets de son secteur, de son ministère. Donc, même si elle n'a fait qu'un jour, 2 ou 3, au poste de ministre plein sous Ali Bongo, quand elle est arrivée ministre plein, en tant que ministre, ayant déjà connu les dossiers, en tant que ministre déléguée, elle savait déjà ce qu'il fallait faire. Et si elle voulait résoudre les problèmes, elle les aurait résolus depuis longtemps. Donc, elle a eu le temps d'être ministre déléguée et ministre plein sous Ali Bongo. Sous Brice Clotaire Oligui Nguema, pendant la transition et maintenant sous la 5e République, elle a eu aussi, eh bien, le temps de régler les problèmes. C'est pour cela que j'ai dit, non pas pour en faire un débat de personnes et d'individus. D'ailleurs, j'ai proposé que si tant est que le président de la République a vraiment besoin d'elle en politique, qu'il la redéploie dans un autre ministère. Mais pour amener l'apaisement dans le secteur de l'éducation, il y a besoin d'un minimum de foi, eh bien, dans l'autorité qui incarne l'institution. Et c'est elle. Donc, il fallait naturellement, bien évidemment, eh bien, qu'elle soit démise de ses fonctions. Si elle ne peut pas avoir elle-même le courage de démissionner. Malheureusement, beaucoup nous ont ri au nez. Beaucoup ont pensé qu'on était dans un petit combat de personnes, de recherche, de pause, de volonté de la remplacer, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'au Gabon, on réduit toujours tout. Alors que non, chers compatriotes, personne ne prend la place de personne en politique. Chacun a sa place. Tu veux une place, tu l'as. Tu ne la veux pas, tu ne l'as pas. Sauf si tu ne sais pas qui tu es, sauf si tu ne sais pas ce que tu vaux. C'est là où tu vas gratouiller et grappiller les places des autres. Quand tu sais qui tu es et ce que tu vaux, tu as ta place à toi. Le jour où tu as besoin d'une place, si c'est dans un gouvernement, tu l'auras. Tu n'as pas besoin de gratter la tête de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, les petits jeux, peut-être, ça a toujours été le cas, hein, qu'on va faire, on va blacklister X, on va blacklister Y. On va essayer de faire tomber X pour mettre... Non. Vous voyez, depuis là, vous avez participé, il y a eu une grande campagne. Oh, Marlène, future ministre de ceci, Marlène nommée par Y, Marlène. Vous m'avez entendu dessus. Vous m'avez entendu dessus. Parce que je sais que, bien évidemment, dans notre pays, dès lors qu'on entend ton nom quelque part, 1, 2, 3 fois, les réseaux s'activent pour parfois rendre l'information très publique afin de la rendre moins surprenante, pour qu'elle ne choque plus, pour désintéresser. Et puis moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis encore une fois, je ne cherche à prendre la place de personne. Je ne cherche à prendre la place de personne. Si je voulais participer à la gouvernance de mon pays en rentrant dans un gouvernement, je le serais. À ce jour, ça ne fait pas partie de mes priorités. Donc, vous qui analysez toujours mes prises de position, depuis plus de 5 ans, parce que c'est depuis 2020 que je suis publiquement sur les réseaux sociaux, comme des volontés de gratouiller ou de grappiller ou d'avoir un poste, calmez vos cœurs. Calm down, dear. Calmez vos cœurs. Si j'accepte, je ne vous devrai rien et je ne prendrai la place de personne. Et si je n'accepte pas, je ne vous enlèverai rien non plus. Notre pays, c'est le pays de tout le monde. Chacun est libre de dire je participe à la gestion. Chacun aussi libre de dire que tel que je vois les choses organisées là, je ne prends pas part pour l'instant, j'observe. Parce que si je dois mettre mon doigt dedans, il faut que je sois en capacité de véritablement faire quelque chose. Si c'est juste pour être ministre, si c'est juste pour qu'on m'ouvre la portière, on m'ouvre déjà la portière. Je n'ai pas besoin d'être ministre pour qu'on m'ouvre la portière pour monter dans un véhicule.
Si je veux qu'on m'ouvre la portière, on me l'ouvre. Le jour où je ne veux pas aussi, moi-même j'ouvre la portière, moi-même je conduis. Le jour où je n'ai même pas de voiture, je prends le taxi. J'arrête le taxi, je pars là où je veux aller. Je ne suis pas prisonnière de quoi que ce soit, je vous l'ai dit. Quand je peux, je prends business class. Quand je ne peux pas, je prends économique. Donc ne soyez pas choqués qu'un jour, vous me voyez en classe éco. Moi, ça ne me choquerait pas parce que ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est le mien. C'est la sueur de mon front, c'est mon travail. Donc, si j'ai les moyens de me faire plaisir ou de satisfaire un confort, je le fais. Si je ne l'ai pas, et cela, je ne suis pas complexée. Je suis née au village, j'ai grandi dans la difficulté et les contraintes. Je ne découvre rien. Donc, je ne sais pas ce que ça va changer à ma vie si ce n'est ajouter les problèmes. Comme mes très chers compatriotes sont déjà en train de me les créer là. Il paraît que j'ai des comptes où on m'a viré beaucoup d'argent. Quand je vais aller au village demain, tout le monde va venir me demander l'argent qu'on m'a viré dans les comptes. Bon, peut-être c'est moi qui ne suis pas encore informé. Hein. Demain, je vais faire un courrier à ma conseillère bancaire pour lui demander que, est-ce que tu as vu quelques mouvements dans mes comptes bancaires? Là-bas, il paraît qu'il y a des millions et des milliards dans mes comptes. Il faut peut-être avant que je n'aille voir mes parents à midi. Parce que tout le monde là, qui m'a vu à la télé, est au courant qu'on m'aurait donné des milliards et des millions. Donc, pardon, il faut me mettre à disposition un peu. Je vais aller partager au mien. Parce que sinon, ils vont me maudire. Ils vont dire qu'attends, nous sommes la bonne année. Tu ne viens pas nous donner la bonne année alors que tu as des milliards. Voilà les problèmes que les Gabonais créent à d'autres Gabonais. On est toujours dans le Congo, ça. Donc, l'école de la République a failli. Là, donnons-nous l'opportunité de bien faire. Je trouve que le président de la République a désavoué la ministre. Est-ce que vous comprenez? Et le président de la République, M. Brice Clotaire Oligingema, a donné raison à nous autres qui disions que Mme Camélia Ntoutoumou-Leclerc n'est pas en capacité de régler cette crise. Pour deux raisons. Le facteur temps et durée ne joue pas en sa faveur. Elle a été là depuis 5 ans. Donc, la foi que certains peuvent avoir en elle n'est plus crédible. Donc, ça va forcément amener à un défaut de confiance entre les acteurs syndicaux et elle. Vous dites qu'on avait tort de le dire. Ce n'était pas contre elle. Moi, je le dis encore, moi, personnellement. Ce n'était pas contre elle. Moi, je n'ai rien à voir contre cette dame. Je ne la connais pas personnellement. On l'observe tous et toutes à distance. Est-ce que vous comprenez? On l'observe tous et toutes à distance. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi. D'ailleurs, personne dans ce gouvernement, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est mon ennemi. Je dis bien personne. Donc, ce n'est pas un combat de personne. Et je n'ai pas de combat de personne à faire avec qui que ce soit quand on parle des sujets de la République et de notre pays, le Gabon. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de, je ne sais pas, à faire. Le problème est là. On fait une analyse claire. Est-ce que toi-même, tu vas faire confiance à quelqu'un qui est là depuis 5 ans, il n'arrive pas à trouver des solutions à ton problème? Il te dit, je vais trouver les solutions. Tu ne fais pas confiance. Mais on a besoin de cette confiance-là pour calmer les choses. Vous avez dit qu'on avait tort. La preuve qu'on avait raison, c'est laquelle? C'est que le président de la République, enfin, je n'ai pas le mot de mission ou de mot d'ordre, mais comme les médias l'ont relayé ainsi, je ne peux que croire, puisque ce sont les médias de la République qui l'ont relayé ainsi. Le président de la République a désigné des médiateurs, dont nos syndicalistes que vous connaissez très bien. Papa Georges Paga et l'autre, il s'appelle comment? Ah, mon parent là. Celui que j'ai fatigué pendant l'élection présidentielle là, il s'appelle comment? Pierre Minza. Le président, on a appris par les médias hein, que le président les a désignés pour être des médiateurs pour sortir de la crise. Peu de temps après, on a appris qu'un député de l'Union nationale a été désigné comme médiateur dans la pratique administrative et institutionnelle et même politique d'un pays, institutionnellement parlant. La seule personne en capacité de médiation, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'est Mme Camélia Ntoutoumou-Leclerc qui doit jouer le rôle de médiatrice. Est-ce que vous comprenez?
ou de médiateur, parce que c'est elle qui incarne l'autorité de l'État, sectoriellement parlant. C'est elle la ministre de tutelle. Donc, il ne peut y avoir d'autre médiateur que elle. Mais si on en vient à nommer d'autres médiateurs, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est désavouée. Ça veut dire qu'on reconnaît son impuissance, son incapacité, son incompétence, excusez-moi. C'est ce que ça veut dire. Moi, je ne fais qu'interpréter les faits. Je ne les invente pas. Nous, on pouvait rester à crier et on pouvait dire que, ah, nous, on est peut-être dans la jalousie, on veut son poste, on veut je ne sais pas trop quoi. C'est pas grave. Mais jusqu'à ce qu'on nomme d'autres personnes pour devenir les médiateurs pour régler un conflit, on a compris que le président n'a peut-être pas, pour l'instant, je n'ai pas envie de dire le courage, eh bien, de la destituer, de l'enlever. Mais les faits sont que on l'a déjà dépossédé de son pouvoir. On l'a déjà enlevé. Elle n'a plus aucun pouvoir institutionnel. Et moi, honnêtement, j'étais à sa place, je démissionnais. Parce que si j'ai horreur d'une chose, c'est le manque de respect. Si j'ai horreur d'une chose, c'est faire des figurations dans les choses des gens. Je ne suis plus la bienvenue. Vous ne m'estimez pas en capacité de régler un problème. On fait face à un problème dont je suis, bien évidemment, la responsable pour trouver des solutions. Vous me sautez dessus et puis vous partez recruter les gens pour venir régler le problème à ma place. Ça veut dire que vous avez déclaré que je ne vaux rien. Vous avez déclaré que je ne sers à rien. Vous avez déclaré que je ne suis pas compétente, que je ne peux rien. Mais vous me gardez pourquoi, Monsieur le Président? Pourquoi vous nous imposez ça? Pourquoi vous nous imposez, Monsieur le Président, je vous le dis publiquement et solennellement, pourquoi vous nous imposez ce genre de choses, s'il vous plaît? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Vous êtes le seul détenteur du pouvoir discrétionnaire de nommer et de dénommer. Si vous estimez que quelqu'un ne remplit plus les conditions pour faire un travail, vous l'enlevez. On va vous en vouloir qui? Quelqu'un vous a obligé à nommer Madame Camilla Toutoum-Leclerc là où elle est là. Moi, je ne le crois pas. Je ne peux pas le penser. Je vous ai vu tête à tête en se regardant dans les yeux. Je ne pense pas que vous soyez le genre à qui on va mettre le couteau sous la gorge pour dire fais ça, signe à gauche, signe à droite. Non, vous n'êtes pas comme ça. Mais pourquoi vous laissez croire que c'est ça? Parce que quand vous faites, enfin, sauf si les Pierre Mintsa, Georges Paga et le député de l'Union nationale, là, ils se sont autoproclamés médiateurs en votre nom et que vous ne les avez pas mandatés à cet effet. Et que vous ne les avez pas mandatés à cet effet. Sauf si c'est cela. Est-ce que vous comprenez? Sauf si c'est cela. Mais en réalité, si ce n'est pas cela, c'est-à-dire que si c'est vrai, ce qu'ils disent, que c'est vous qui leur avez donné mandat de venir servir de médiateur entre les enseignants et l'État, ça veut dire que vous avez retiré au ministre tout son pouvoir, tout le prestige de l'institution qu'elle incarne. Et c'est grave. Et moi, j'étais Madame la ministre, je vous rencontrerai en tête à tête, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. Je suis fidèle à votre politique, je vous accompagnerai et tout, mais là, franchement, je pense que je ne peux plus. Je préfère partir. Ou redéployez-moi ailleurs. Vous pouvez la nommer ailleurs. Ministre des Affaires étrangères, ministre je ne sais pas quoi, en tout cas. Elle a fait les nanos. Donc, elle doit être un peu dans l'administration. Ou même adjointe à la fonction publique là-bas. Peut-être là-bas, elle va aller régler vite fait les problèmes des enseignants pour sauver son nom dans l'histoire. Pour qu'on retire au moins que, quand elle était à la fonction publique là-bas, c'est elle qui a réglé les problèmes. Et l'autre qui a la fonction publique là, vous la voyez à l'éducation nationale, puisqu'elle-même, elle est enseignante. Donc, vous faites ça. Vous dites, bon, comme toi là, tu as fait l'ENA, hein, l'École nationale d'administration. Et la fonction publique, c'est la gestion de l'administration. Donc, on t'envoie à la fonction publique. Donc, tu vas gérer la fonction publique et rapidement, tu vas régler les problèmes des agents publics. Maintenant, celle qui a la fonction publique là, comme elle est enseignante de formation, donc elle connaît forcément les difficultés des enseignants.
Et elle sait qu'en tant qu'enseignant, elle ne peut pas accepter que voilà, elle va régler maintenant les problèmes des enseignants. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne vous demande pas de les enlever pour mettre qui que ce soit d'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vous demande pas d'enlever X pour Y. Je vous dis rééquilibrer les choses. Ce sont vos gens, vous leur faites confiance. Elles sont gabonaises, elles ont le droit de gouverner, elles ont le droit de diriger le pays, si vous voulez, avec eux. C'est votre mandat, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, de nommer qui vous voulez, mais on essaye pour nous tous là, pour qu'on ne se perde pas tous et pour que nos enfants ne soient pas davantage préjudiciés qu'ils ne le sont déjà. Parce que moi, je ne fais pas partie de cet argumentaire-là qui vont dire que « Ah non, s'il vous plaît, c'est la faute des enseignants, ce sont les enseignants qui ne tiennent pas. » Eh bien, au retour à l'école de nos enfants, non. Ce n'est pas la faute des enseignants. C'est la faute exclusive de l'État gabonais qui n'a pas su gérer une crise, qui n'a pas su prendre ses responsabilités, qui n'a pas su parler à ses acteurs. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude dans ce pays d'instrumentaliser politiquement les choses. Et tellement de choses se disent, tellement de rumeurs se disent. Et nous ne sommes pas sérieux. Pourquoi nous ne sommes pas sérieux? Parce que nous tous, nous sommes individualistes. Chacun de nous va défendre ses petits intérêts. Donc, quelque chose qu'on commence ensemble, ça va finir en 1000 morceaux parce que chacun se serait désagrégé du groupe pour dire je vais aller me constituer mon petit pouvoir pour aller manger. Et dès que tu as trouvé pour toi pour manger, c'est fini. Donc, Monsieur le Président, s'il y a année blanche au Gabon, ce que je ne souhaite pas, sans en faveur de quoi je ne milite pas, ça ne saurait être la faute des enseignants. Et je vous le dis encore une fois, avec tout le respect que je dois à l'institution de président de la République. Je dis bien tout le respect. Je vous le dis. Ici et maintenant, cela a été une erreur monumentale. Une erreur monumentale d'enfermer les deux syndicalistes, M. Libama et Dom Edzo. Une erreur monumentale qui a cristallisé déjà les relations. Et la ministre, encore une fois, s'est démontrée de son incompétence ou de son défaut de conscience de ce qu'est réellement son rôle en tant que ministre. On ne l'a pas entendu sur cette arrestation. Alors que ce sont ses agents, retraités ou ex, ou je ne sais pas, tant qu'ils militent pour la cause des agents de son ministère, et que le droit aux syndicats ou de participer à des organisations syndicales est un droit qui subsiste ou qui existe au-delà même de la retraite. Surtout quand on a été un syndicaliste de renom. On est toujours la bienvenue pour conduire, même diriger des organisations syndicales. Ce n'est pas un droit qui prend la retraite. Il continue à la disponibilité, eh bien, les acteurs syndicaux ou syndicalistes à la retraite. Ils se sont montrés disponibles. Ils sont venus. Ils n'ont fait aucun appel à la haine, aucun appel à je ne sais pas. Ils n'ont bravé aucune autorité de l'État. Ils ont émis des revendications. Des revendications que vous-même vous reconnaissez fondées. En lieu et place de prendre le courage politique de les recevoir, vous avez choisi quelques-uns acquis à votre cause. Vous avez choisi de diviser pour mieux régner. Diviser d'abord les syndicalistes entre eux. Puis, diviser les différentes parties prenantes. Les enfants, les élèves contre les enseignants. Oui, vous l'avez fait. Parce que vos communications qui tendent à appeler les enfants à l'école déclarent déjà que je ne suis pas écouté par les enseignants. Peut-être si vous êtes à l'école forcée, vous allez contraindre ces enseignants à venir. Vous vous asseyez déjà sur votre propre autorité de ministre de la République. Et ce n'est pas acceptable. Dans des États normalement constitués, quand on fait face
à ce genre de choses que nous vivons au Gabon, on dépose son tablier, on démissionne. On démissionne. Mais si vous restez, ce n'est même pas aimer, ce n'est pas faire montre de votre patriotisme. Parce que votre seule personne, vous la constituez raison valable de bloquer l'avenir de milliers et de milliers de Gabonais. Si vous êtes le problème, partez, voyez ce qui suit. Mais vous ne partez pas. Même si on vous montre qu'on n'a pas besoin de vous ici et que vous n'êtes pas en capacité de résoudre quoi que ce soit, puisqu'on fait appel à d'autres personnes qui n'ont aucune qualité pour venir intervenir dans cette histoire, vous qui avez la qualité, on vous met de côté pour prendre ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là. Vous forcez. Vous nous servez une communication jamais vue dans ce pays. Jamais vue. D'abord, vous avez affirmé de la reprise effective de l'école. La semaine commence. Vous vous rendez compte qu'elle n'est pas effective. Et puis maintenant, vous avez changé de vocabulaire pour parler de reprise progressive. Cette progressivité s'analyse de quoi? A-t-elle été annoncée? A-t-elle été celle de décider? Non. Ça veut dire que même votre parole, la parole publique d'un ministre de l'institution ne vaut plus rien. Puisque personne ne vous écoute. Ni les parents d'élèves que vous prenez en catimini contre les enseignants, ni les élèves que vous prenez en catimini contre les enseignants. Combien de fois les enseignants eux-mêmes qui ne vous écoutent plus, sauf quelques-uns, deux tondus, trois pelés. Il faut avoir la lucidité de reconnaître ce qui se passe. La lucidité et la responsabilité. Institut, vous n'êtes pas n'importe qui, madame. Vous êtes ministre d'État. Protocolairement parlant, vous savez ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais comment la parole d'un ministre d'État, ou pour être un peu très féminine, et j'ai envie de dire féministe, la parole d'une ministre d'État peut ne plus rien valoir. Comment? Et vous restez là? En politique, vous êtes en politique, vous occupez un poste politique. En politique, c'est un désaveu. C'est un désaveu criade. Vous devez faire preuve de dignité et de dire que là, non, je pars. Chez les femmes, je pense que vous êtes femmes. Vous devriez entendre Wazalaundo avec des gens qui ne sont pas, en fait, des gens qui sont préposés comment? Des gens dont tu réponds comment? Walaondo yebe, walaondo yeza. Reste à ton statut, ministre de la République. Pas n'importe laquelle. De l'éducation nationale. Pas n'importe laquelle. Mais ministre d'État. Et puis vous venez jouer à ça. Vous partez dans un établissement public. Gâteau bédoum. Comme moi là. Oh non. Le kounou. Aka. Anna. Swan. Mzouk. Na la sanveng nous soigner wali on est yemane basikolo on est bourra mininga on est moura abonné yon aso yon ba wonye la banga kang awala di et la dia banga tibia da yo et dira chouan mouré mourazi a kan fait de a paix et d'aller ce n'est pas bien. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne nous quittent. Certains disent que c'est une stratégie, que peut-être le président ne veut plus de vous, il veut pousser le peuple gabonais à vous chasser. Encore une fois, je ne crois pas le président dans ces stratagèmes-là. Je ne le crois pas. Mais si c'est ça, mais quand même, vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. On ne vous appuie pas le 2 fois, 3 fois. Et si c'est ça, moi, je suis déçue parce que ce n'est pas ce que je pense du président. Je pense que c'est quelqu'un qui assume ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Donc, s'il ne veut plus de vous, il ne veut plus de vous. Mais malheureusement, trop d'éléments. Un faisceau d'indices concordants démontre que
plus personne ne veut de vous. Ni le président, ni l'équipe gouvernementale qui vous accompagne. Encore moins de vos préposés, vos agents. Puisque personne ne vous respecte plus. Vous êtes ministre d'État, mais vous êtes convoqué là chez le coordonnateur du gouvernement pour régler vos problèmes. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas sa responsabilité. Il n'a pas à venir régler les problèmes sectoriels de vos ministères. Il est là, constitutionnellement parlant, à coordonner l'activité gouvernementale. Ce n'est pas à lui d'intervenir directement dans les problèmes personnels, sectoriels des ministères, des départements ministériels. Ce n'est pas à lui de le faire. Ce n'est pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Et c'est pour cela que je me dis, on se retrouve dans ce cafouillage-là, cette foufoucratie que nous ne voulons pas. Nous voulons une république effective, respectueuse des institutions, où la parole institutionnelle a du poids, a de la valeur, engage la responsabilité de l'institution, suscite respect, suscite adhésion. On ne contraint pas, je vous ai dit, si les gens ne vous respectent plus, on ne va pas les mettre en prison. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de respecter, c'est respecter votre parole. Vous dites tout le monde en classe, personne ne va en classe. Maman, il n'y a pas de guerre à faire là-dedans. Il n'y a pas envoyé quelqu'un en prison. Il y a à tirer les conséquences de ce que là, ça ne va plus. Il est vrai qu'un petit pays comme le nôtre, beaucoup peuvent être instrumentalisés pour vous dégager de votre poste. Et ce n'est pas ce que je vais encourager. Et ce n'est pas ce que je vais solliciter. Parce que tout ce qui vise à créer l'instabilité dans notre pays est à bannir. Et je ne manquerai pas de le dire. C'est pour cela que je pense que le président a une appréciation que je ne partage pas, de garder à des postes à responsabilité ceux qui ont été les artisans hier de déstabilisation du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup sont là en responsabilité. Pourtant, ils ont appelé à l'insurrection hier, plusieurs fois. La logique humaine fonctionne simplement. Si eux ne trouvent plus de raison aujourd'hui pour appeler à l'insurrection sous le régime qu'ils servent, en étant en responsabilité, d'autres Gabonais mécontents, d'autres Gabonais qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle et qui ne veulent pas de la gouvernance actuelle, vont aussi trouver des raisons pour pouvoir appeler à l'insurrection. Je l'ai dit hier soir, je le dis encore sur Oligi. Je suis contre l'insurrection. Je suis contre toute forme de déstabilisation d'un pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis contre les coups d'État. Il n'y a aucun coup d'État que je trouve salutaire. Même pas celui qui s'est passé dans notre pays. Aucun coup d'État n'est salutaire. La preuve en est là. Le nôtre, nous le pensions salutaire. Il suffit d'écouter certains de nos compatriotes dans les maisons, dans les quartiers, dans les bureaux, dans les voitures, dans les restaurants. Beaucoup déchantent. Beaucoup aujourd'hui sont dans un réalisme qui les amène à regretter peut-être les adoubements d'hier. Pourquoi? Le chaos n'est jamais bon. Mais on ne va pas réécrire éternellement l'histoire. Notre histoire a fait que nous connaissions cela. Notre histoire a fait que nous passions par cela. Qu'est-ce que nous faisons? What next? What is next? Ou the next? Je ne sais pas. Bonjour. Qu'est-ce que l'on fait après? Qu'est-ce que l'on fait pour la suite? On décide de continuer dans la médiocrité. Ou on veut enfin avoir le courage de se regarder dans les yeux en tant que frères et sœurs et de se dire non, le chemin que nous sommes en train de prendre là n'est pas bon. Sortons. Moi, j'ai toujours refusé les partisaneries. C'est pour cela que ça a été même difficile pour moi de... Parce que l'heure était grave et les enjeux tellement importants. Je me suis permise une partisanerie pendant la transition. J'ai toujours voulu rester neutre et libre de dire ce que je pense au moment où je dois penser. Si je pense que le pouvoir fait mal, que j'ai la liberté de dire que le pouvoir fait mal,
Si je pense que le pouvoir fait bien, que j'ai la liberté de dire que le pouvoir fait bien, alors que quand on s'inscrit dans les partisaneries, on n'a plus cette liberté. Puisque si la stratégie, c'est de dire que tout ce que le pouvoir fait est mal, on ne va jamais trouver du bien à ce pouvoir. Et si la stratégie est aussi de dire que tout ce que le pouvoir fait est bien, on ne va jamais trouver de bien à ce pouvoir, de mal à ce pouvoir. Et ça ne m'enrichit pas. Et ça m'enferme et ça m'emprisonne et je me sens réduite. Et psychologiquement, je suis inexistante. Et je souffrirai de cette situation. C'est pour cela que j'adore ma liberté. Bien que j'ai appris beaucoup de choses de ces périodes que nous venons de traverser en partage. J'ai appris énormément. Mais ma liberté, j'y tiens encore. S'il vous plaît. C'est de notre pays dont on parle. Ce n'est pas d'un autre pays, sur une sphère, je ne sais pas. C'est notre pays. Et ce Gabon sera ce que nous voulons de lui. Donc, trouvez une solution cette semaine. Que ce soit Madame Camélia, qui est désavouée par le président et par tous les acteurs. Que ce soit le président de la République. Que ce soit je ne sais pas qui, trouvez une solution. Et quand on sort de cette solution, faites désormais bien, s'il vous plaît. Ne nous replongez pas dans le passé et le passif de ce passé. Nous en avons assez. On avait bien on appelle ça comment? Un vocabulaire là où, je ne sais pas comment dire ça, un argumentaire. En 2 mois seulement. En 2 mois seulement. Moi, je veux entendre en 1 mois seulement la grève a été réglée. On n'a plus ça. Sortons du mensonge. Sortons de la propagande. La période électorale est passée. La période électorale est passée. Nous sommes devenus tous Gabonais qui dépendons des autorités actuelles. C'est-à-dire qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Ce sont nos autorités. Ils parlent en notre nom, ici en notre nom. Ils sont responsables de nous. Donc, et on me trouve à Kabé. Disons, on a attention, Morata Ayo. Parce que là, on ne peut pas sauter. Si les femmes, on dit, quand la voiture commence déjà, hein, vous voyez, non, que personne ne saute, on ne peut plus sauter. On est là-dedans. 94%, on dit, c'est ça. On n'est que ça. Donc maintenant, essayons de nous arranger entre nous. Morata, yo, que personne ne saute et que personne ne sorte. On va sauf que se supporter. Si la prison est devenue le lieu par excellence, vous m'envoyez en prison, c'est pas grave, je prends la grossesse et puis je pars faire les bébés en prison. Ou je sais pas, j'écris des livres. Honnêtement, au point où j'en suis, tellement je me considère comme une prisonnière en sursis parce que c'est l'environnement dépeint dans notre pays actuellement. J'ai pas envie d'y croire, mais c'est la réalité. Donc moi-même là où je suis là, vous m'envoyez en prison, ce n'est pas grave. Je vais supporter ça. Parce que c'est notre pays. Et je vais sortir de prison et je vais continuer ma vie, mon combat, peut-être même plus fort encore qu'avant. Maintenant, si vous décidez aussi de me tuer, tant pis, vous aurez perdu une compatriote de qualité. Vous aurez perdu une vraie compatriote de qualité. Et puis, c'est dommage. Donc, on va se supporter. N'ayez pas les petits cœurs. Arrêtez d'envoyer les gens en prison. Ça ne résout rien. Quand on envoie les vrais criminels en prison, mais n'envoyez pas les gens en prison parce qu'ils pensent. La liberté de penser, la liberté d'opinion. Je ne dis pas d'insulter quelqu'un, je n'insulte personne. Donc je voudrais aussi en appeler à la responsabilité de nous tous qui nous permettons l'expression publique. On peut critiquer, on peut, voilà, sans insulter, sans diffamer. On est libre, mais la liberté a des limites. Respectons ces limites-là. Mais quand j'utilise ma liberté, respectueuse des limites républicaines, et quand on vient me menacer, qu'on me dise que tu vas aller en prison, à la prison, ça va être ma seconde maison. Pardon, je vous assure que, honnêtement, moi je n'ai plus peur de la prison. Ce sont mes compatriotes qui sont là-bas. Ils vont me garder là-bas. Ils vont dire, ah, la fille là, on la voyait de temps en temps quand on était dehors là dans les lacs. Elle nous a défendu un jour. On va essayer de la protéger. Même certains gardiens de prison, je suis sûre que beaucoup là-bas vont me protéger. Beaucoup là-bas vont me mettre là, au petit soin, m'amener un petit peu de temps en temps, un peu de champagne, un peu de caviar, un peu de je ne sais pas. Je vous assure que si je pars en prison, je serai trop gâtée là-bas. Parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de mes compatriotes là-bas qui m'aiment. Et qui vont prendre soin de moi. Même les pénitenciers là, les agents du pénitencier là.
Eux-mêmes, quand ils viennent, ah non, on a donné Marlène qui était, pardon, il faut lui donner ça à manger et tout. On va donner, même le président, il y aura des soirs comme ça, il dit, quand même, pourquoi vous avez même envoyé ma chérie là en prison? Attendez, allez-y lui donner un peu de caviar, de champagne. Dites-lui, qu'est-ce qu'elle veut voir? On va m'envoyer ça. Et puis un soir même, on m'amène même un oreiller avec des draps blancs et tout. On dit, bon, dors d'abord là. Je vous assure, moi, je n'ai pas peur de la prison. Je peux avoir de la prison dans tous les pays du monde, pas au Gabon. Ce n'est pas parce que les prisons du Gabon sont propres ou qu'elles sont humaines. C'est parce que quand on aime son pays, on n'a pas peur tant qu'on reste conforme à la loi. Moi, je me dis, tant que je reste conforme à la loi, que je respecte l'ordre public et que je ne commets aucune infraction, même si je sais que dans notre pays, là, on t'envoie même en prison, même si l'infraction n'est pas constituée. À l'école, on a tous appris que pour caractériser une infraction, il faut l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. Ici, là, on te reproche de quelque chose, il n'y a pas l'élément matériel, mais tu vas en prison. On te reproche de quelque chose, il n'y a pas l'élément légal, tu vas en prison. C'est-à-dire, on invente même les infractions. Tu te dis, mais attends, c'est encore quelle infraction, c'est sorti où, c'est parti où, c'est comment? On a inventé infraction et tu vas en prison. Donc, comme je sais que, malgré mon respect de l'ordre public, on peut toujours inventer une infraction qui n'existe pas, alors qu'il est clairement établi un principe, il n'y a point de crime ni de délit sans texte. Donc, c'est-à-dire que si aucun texte n'a pas prévu, même si toi, tu trouves que le comportement est abusif, Marlène abuse, elle fait les lives, on va l'amener en prison. Tu ne peux pas m'amener en prison pour ça. Tu ne peux pas me juger pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va inventer un texte. Donc, c'est pour cela que je dis, hein, moi, Marlène Fabienne Essolet-Fontam, maître Marlène Fabienne Essolet-Fontam, tant que dans ma tête, dans mes axes, je respecte l'ordre public de mon pays, je n'ai pas peur de prison. Le jour où quelqu'un s'amusera à dire que toi, là, je t'envoie en prison, envoyez-moi, j'irai. J'irai avec plaisir. Dans la difficulté, là, je ne vais pas mourir. Sauf si Dieu a dit que je vais mourir. Mais je pense qu'on nous donne toujours les épreuves qu'on peut supporter. Donc, moi, je n'ai pas peur de la prison. La seule prison qui va me faire honte ou dont je peux avoir peur, c'est si j'ai volé, si j'ai tué, mais si c'est seulement parce que j'ai dit ce que je pense. Et dans le cadre du respect de l'ordre public, et qu'on me prend, me jette en prison, papa, je vais aller en prison. Je vais aller faire les cours de droit aux prisonniers là-bas. Je vais leur apprendre leur citoyenneté. Je vais aller faire les cours de république là-bas, leur citoyenneté. Non, parce que sérieux, notre pays là, je ne sais plus. Plus personne n'est garanti d'être en liberté longtemps. Nous tous là, on est des potentiels prisonniers. Je ne sais pas qui a dit ça. Nous sommes des prisonniers qui nous ignorons dehors. Nous nous baladons là dehors, des prisonniers qui s'ignorent. Ce n'est pas ce qu'il faut dans notre pays. Et je voudrais dire à nos très chers compatriotes, ceux-là même des 95% que revenez à la vie, redevenez citoyens. Parce que si c'est nous-mêmes là, les 3%, on pourrait toujours continuer à vous pointer du doigt que c'est à cause de vous qu'on est dans cette merde. Mais, comme on a dit, on est tous dans la même voiture là, personne ne va sauter. On va se supporter. On va se supporter. S'il faut se bagarrer, on va se bagarrer. S'il faut s'envoyer en prison, on va s'envoyer en prison, mais personne ne sortira d'ici. Est-ce que vous comprenez? Personne ne sort. Personne ne sautera de ce véhicule. Nos enfants, trouvez-leur une solution ce week-end. Avant ce week-end. S'il vous plaît. Sinon, moi, je vais commencer à tous vous porter plainte. Même si les plaintes là n'aboutissent pas, je vais tous vous porter plainte. Vous savez que moi, j'aime porter plainte. Même si ça ne marche pas, jusqu'à la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas encore osé d'aller au-delà de la Cour constitutionnelle. Parce que je connais mes compatriotes. Dès que je vais faire ça, on dit je suis allé porter plainte à mon propre pays, je ne suis pas patriote. C'est parce que notre conscience citoyenne n'a pas encore beaucoup évolué. C'est pour cela que je me dis, aïe, est-ce que je vais aller dépenser beaucoup d'argent là-bas à l'international pour porter plainte au Gabon, pour que les compatriotes pour lesquels je me bats là, eux-mêmes, ils soient ceux-là qui vont me jeter les pierres. Je réfléchis encore à ça. Mais sinon, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne nous imposez pas une gouvernance illisible.
Une gouvernance où on ne sait pas qui gère quoi, qui fait quoi. Une gouvernance fourre-tout. S'il vous plaît, ce n'est ni dans notre intérêt. Ce n'est ni dans, je ne sais pas. Vraiment, c'est avec tout l'amour que je peux avoir pour ce pays, pour les miens, pour vous. Eh bien, que je vous le dis. Nous ne méritons pas cela. N'imposez pas au peuple gabonais de vivre dans le passé. Parce que quand on a connu un passé difficile, criminel, odieux, et que l'on a espéré accéder au bonheur, et qu'on en vient à finalement regretter ce passé-là, c'est qu'on est dans une situation absolument dramatique. Entendez-le. Ne le vivez pas contre vous. Ne le voyez pas comme si les Gabonais, ils sont ingrats ou quoi que ce soit. Non. Je sais ce qu'on peut se dire quand on est dans les petits cercles fermés. Je ne parle pas de moi personnellement ou de vous personnellement. Mais je sais dans les sphères de pouvoir ce qui se fait. Quand on est dans une gouvernance, on se dit, mais oui, mais les Gabonais là, ils se prennent pour qui? Mais Georges, il s'appelle comment? Monsieur Libama là, il se prend pour qui? Il a été avec nous, il se permet. D'abord, coffrez-le-moi. Non. That is not the solution. Nothing can be resolved by like that. By this way. So, je te parle anglais, je ne sais pas. Rien ne peut être résolu comme ça. Vous avez ce qui combattent là. Notre pays a besoin d'être gouverné. Gouverner, c'est prévoir. Ali Bongola dit, vous l'avez dit, tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Gouverner, c'est anticiper. Anticiper. Là, on a vu que vous avez un peu anticipé la grève des gens de l'hôpital là. C'est bien. Même si je ne voudrais pas en tant que citoyenne gabonaise que ces anticipations ne soient que des raisons d'amener les uns et les autres à se la boucler. En leur donnant les petits coca. Je voudrais que ces anticipations se concrétisent dans la recherche de solutions efficaces et pérennes. Donc, quand on voit que ça va commencer à mouiller là-bas, ne faites pas comme Omar Bongo. Parce que la merde dans laquelle nous sommes là, c'est Omar Bongo, feu, qui nous a laissé dedans. Parce qu'il ne résolvait pas les problèmes. Il les étouffait. Il maquillait les problèmes. Parce que quand les gens voulaient commencer à groupiller un peu, à faire un peu le mouvement, il envoie, identifier les leaders, on donne l'argent. Chacun va construire sa maison au village avec l'argent de la grève. Il calme un peu les autres jusqu'au prochain mouvement de grève. Et on ne résout rien comme ça. S'il vous plaît, Monsieur le Président, au nom de l'amour que vous avez déclaré avoir pour le Gabon devant le Gabon entier, sur cet exemple seulement, ne suivez pas l'exemple de Marbongo. Si certains acteurs sociaux veulent vous y amener, dites-vous que ce sont les ennemis du Gabon. C'est-à-dire ceux qui veulent que vous résolviez les problèmes comme Omar Bongo faisait là. Dites-vous que ce sont eux. Que vous anticipiez, c'est bien, comme Omar Bongo. Que vous fédériez, c'est bien. Que vous appeliez à la négociation, c'est bien. Mais qu'au sortir de cette négociation, d'abord que pendant ces négociations, les vrais sujets se posent, les réalités s'établissent et que l'on apporte des solutions concrètes. On détermine un calendrier, un planning, on dit voilà. On doit régler tous les problèmes en 3 mois, en 6 mois, en 4 mois, en 1 an. Et voilà comment ça va se faire étape par étape. Comité de suivi qui fait ça. Il y a des agents administratifs, on n'a pas besoin de nommer un autre comité pour cela. Même s'il faut décider d'un organe indépendant, on peut le trouver dans l'administration. Donc ceux qui sont déjà payés pour ça, sans pour autant qu'on ait encore engagé de l'argent pour faire des perdièmes. Ou encore, venez vous attacher des services du cabinet MFI Conseil pour que naturellement on vous accompagne. Même pour vous les enseignants. Si vous avez des droits, au-delà de la grève, venez. Je ne sais pas, dans ce pays, on n'a pas la culture du conseil juridique. Toutes les situations que vous revendiquez là, ce sont des situations juridiquement encadrées. Venez prendre conseil, venez aller dans les cabinets. Je ne vous dis même pas de venir chez moi, il y a beaucoup de cabinets de conseil et d'avocats et consorts dans ce pays. Allez les voir. Allez les voir. Constituez-les pour vous. Nous, on est là les acteurs principaux de l'administration gabonaise, c'est-à-dire qu'on intervient dans toutes les administrations. De la plus petite au sommet là-bas à la présidence.
Donc, si vous avez même un problème avec la présidence, on a compétence à aller régler ça là-bas. C'est écrit dans nos textes. Toutes les administrations gabonaises, on est compétent. Est-ce que vous comprenez? À vous assister ou vous représenter. Attachez-vous des... Vous dites que vous êtes agent public. Vous enseignez depuis X temps. Vous n'êtes pas titularisé, vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas de fiche sol, vous n'avez rien. Venez me voir, je prends votre problème, je mets ça au dos. Allez-y voir un confrère, une consoeur. Il prendra votre problème, il met au dos. Mais il faut payer un peu, on paye. C'est pas gratuit, on ne fait pas de... Parce que c'est pour les droits. Et dès que vous êtes payé, vous êtes bien. Et ça marche. Et ça marche. Donc, s'il vous plaît, ne continuons pas la République au village. Madame Camélie Antoutoum Leclerc, moi je vous aime bien. Vous avez un beau visage. Vous êtes une dame adorable. Et voilà, sans doute une femme gabonaise brillante. Au-delà des insuffisances que nous observons de votre gouvernance, dont les conditions ou les circonstances peuvent être exogènes, endogènes, extérieures à vous, malgré votre bonne volonté. Mais comme vous êtes le visage que nous pouvons blâmer, on ne peut pas trop blâmer le président. Hein? Tu es revenu? Je suis pas avocat. Pourquoi? Hein? La pauvre dame va dormir. Je finis dans 5 minutes. Bon, bref. Pour dire que, chers compatriotes, sortons de cette grève cette semaine. Chers gouvernants, trouvez des vraies solutions. Sortez de l'arbitraire. Sortez de l'arbitraire. Et tous ceux qui seront lésés, on ne veut pas sacrifier nos enfants. Hein? Venez nous voir, nous-mêmes on va monter au créneau pour vous. Nous sommes dans nos cabinets, sur toute l'étendue du territoire. Peu importe où vous êtes, vous pouvez appeler. Nous, on a une compétence nationale. Vous appelez un conseil juridique. Vous dites, voilà ma situation. Voilà ce que je vis. Voilà quelle est ma situation. Vous pouvez vous mettre même en collectif. Il y a des litiges qu'on règle dans les cabinets là. En collectif, vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 30, vous êtes 50. Vous êtes dans la même situation. Constituez-vous en collectif. Cotisez-vous, vous payez un peu les honoraires là. Et puis, vous laissez les gens vous défendre. Mais n'embrigadons pas. Parce que s'il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas de problème, nous aussi on n'a plus de travail. Donc le fait que l'administration soit défaillante, c'est aussi bien pour nous. En fait, ça nous donne du travail. Ça nous donne du travail. Mais ayez la culture de venir vous voir. Parce que nous, on a le pouvoir d'amener l'administration à assumer ses responsabilités. Et nous, on a même le pouvoir de faire les conférences de presse contre l'administration si elle ne parvient pas à résoudre vos problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez nous voir. Venez nous voir. Vous cotisez, vous payez les honoraires, on prend le dossier, on le traite juridiquement. On ne le traite pas à base de revendications. Oh, s'il vous plaît, grattez la tête. Nous, on ne gratte pas la tête. On dit, voilà ce que disent les textes de la République. Voilà la situation de l'agent. Est-ce que vous-même, là, c'est normal? Donc, quand on prend ça, on applique ça à ça, on applique ça, on fait comme ça, voilà ce que ça donne. Donc, l'État doit indemniser la personne là à la hauteur de temps. Ce que vous faites là, les revendications que vous faites là. Parfois, certains n'auront même pas la rétroactivité de leurs droits alors qu'ils sont en pause depuis longtemps. Alors que vous y avez droit. Je vous le dis. Et l'État ne peut pas dire qu'il est fauché ou il est pauvre. L'État doit toujours payer. Donc, connaissez vos droits. Ce sont des problèmes. Retenez que ce n'est pas parce que vous êtes des agents publics ou vous prétendez à devenir des agents publics. D'abord, vous êtes tous des agents publics. Parce qu'un agent public se définit de deux manières. C'est ce que j'ai appris à l'école. Soit parce qu'il accomplit une mission de service public, tu es agent public. Soit parce que, bien évidemment, tu es titularisé. Donc, soit tu es défini par la mission que tu accomplis, soit tu es défini par le statut. Donc, dès l'instant où vous êtes que bénévole ou machin, vous êtes agent public. Et à partir de cet instant, l'administration est liée à vous et vous avez des droits. Donc,
Ayez la culture des conseils. Vos frères et sœurs ont des cabinets ouverts dont le travail, c'est de trouver des solutions à ce genre de problème. Venez me transférer vos douleurs. Je vais en faire des délices. Et pas les ministres qui nous montrent qu'ils travaillent là. Moi, je vais les amener à travailler. J'ai pas de problème pour l'instant. Je suis heureuse de savoir que tous les ministères que hier avec lesquels j'ai été en interaction, ils répondent, ils comprennent, même si ce n'est pas dans les temps qu'on veut. Comme moi, je suis une harceleuse professionnelle, dans le sens de la recherche de la vérité de mes clients, c'est-à-dire que dès que vous m'avez vu, vous allez me voir tous les jours. Je vais élire domicile dans votre ministère, dans vos locaux. Donc, every time, you won't miss me. You will see me there. For sure. Donc, vous allez me voir. Chers compatriotes, sortons de la déconne avec tout le respect que j'ai pour chacun de vous. Notre pays va mal. Monsieur le Président, vous nous avez demandé d'attendre après les élections législatives et que le pays allait prendre une autre tournure et que les choses allaient être différentes. Nous avons le regret de constater que les choses ne prennent pas une nouvelle tournure, que les choses s'enfoncent et que le Gabonais en vient, et moi ça me fait personnellement mal, à regretter un passé si passif. Je ne sais pas, quand vous voyez cela, ce que ça vous fait, je ne sais pas. Si cela vous amène à penser que les Gabonais sont ingrats et qu'ils ne méritent pas le sacrifice, le récit du sacrifice ultime de votre part, je vous en supplie, sortez de là. Ne prenez pas cette acception. Ne vous enfoncez pas là-dedans. Entendez les cris des Gabonais. Entendez la douleur des Gabonais. Aujourd'hui, l'éducation nationale. Et vous savez pertinemment, parce que vous êtes le mieux renseigné dans ce pays, que bien d'autres secteurs sont en souffrance. Et que si nous n'anticipons pas les choses, si vous, gouvernants, vous n'anticipez pas les choses, ça peut être dramatique. Je sais que l'administration, lorsqu'on la saisit, régulièrement répond. Au-delà de tous les griefs que je peux faire, à certains blocages que j'ai subis dans notre pays du fait de mes engagements politiques, j'avoue que quand j'ai pris à bras le corps les dossiers de nos compatriotes, face à l'administration, on est toujours parvenu à trouver des solutions. On est toujours parvenu à trouver des solutions. Et comme je sais que je ne suis pas seule, qu'il y a d'autres confrères et consoeurs, et même d'autres professions qui font exactement le même travail, qui arrivent à trouver des solutions pour les compatriotes, je me dis, eh bien, il y a raison d'espérer. Notre pays ne va pas miraculeusement devenir l'état de droit consacré dans les textes, parfois qui se contredisent. Mais il va le devenir au quotidien, de par nos interpellations, de par notre intérêt au débat public, de par notre intérêt à la cause nationale et à l'intérêt supérieur de la nation. Je nous invite tous à beaucoup d'amour, parce que l'amour transcende tout. La haine ne règle rien. Il ne sert à rien de régler les choses par la haine. Si c'est vrai, je viens de le lire tout de suite, que M. Libama est sorti de prison et que M. Ndongezo est sorti de prison. Je vous prie, chers compatriotes, de continuer de rester dignes, chers syndicalistes, chers pères. Ne rentrez pas dans les combats de personnes et de haine. Vous avez fait un combat noble. Restez ferme là-dessus. Et nous sommes là. Le peuple que vous soutenez là, il est comme il est. Tantôt, tu as envie de donner ta vie pour lui. Tantôt, tu penses que ça ne vaut rien. Parce que nous-mêmes, on est comme on est. Je ne sais pas comment nous définir, mais on est comme ça. Donc, il faut nous supporter. À nos dirigeants, prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Que chacun fasse son petit métier. Si vous avez décidé de garder la ministre, qu'elle fasse son petit métier.
au lieu de nous servir une propagande politique qui n'honore pas sa fonction, qui n'honore pas l'institution qu'elle incarne. Les histoires de manger les bédouins dans les lycées, on n'en a pas besoin. Les histoires d'aller faire des levées de couleurs dans les établissements, forcer les enfants à venir à l'école, on n'en a pas besoin. Au lieu de perdre du temps dans ces choses-là pour vouloir prouver qu'il y a cours alors qu'il n'y a pas cours, elle ferait mieux de rester dans son ministère, de convoquer les parties prenantes parce qu'elle a l'autorité. Elle ne peut pas convoquer quelqu'un et la personne dit, même moi qui suis là, si la ministre dit, je vous convoque, et surtout que je suis concernée par le mouvement, je suis leader syndical ou je ne sais pas quoi, si la ministre dit qu'elle veut me voir, quand on respecte les institutions de la République, on ne se lève pas, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Et quand on arrive dans le ministère, on enlève le masque de ou je ne sais pas quoi, je n'aime pas la ministre, on enlève ses émotions. Est-ce que vous comprenez? Et puis, on écoute l'autorité. Si on peut répondre tout de suite, on répond. Si on ne peut pas, on a la liberté de dire, Madame la ministre, je vous ai bien écouté, permettez-moi de vous revenir en temps utile ou temps. Vous partez. Ayons aussi le respect de nos autorités, qui qu'elles soient. Ayons le respect, ne serait-ce que par la qualité d'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un même que tu méprises au quartier, quelqu'un même que, mais dès que cette personne représente une institution, papa, maman, il faut respecter. Parce que ce n'est pas l'individu là que tu respectes. C'est la charge que porte cet individu que tu respectes. Elle porte l'intérêt général. Elle porte nos intérêts à tous dans son département ministériel. Et elle mérite respect. Ou il mérite respect. Dans une république normalement constituée, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vos problèmes ont des solutions. Au-delà des mouvements de grève, il y a des cabinets juridiques, des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats qui existent, que vous pouvez aller consulter. Je ne vous dis pas de venir chez moi seulement. Il y a des confrères, il y a des consoeurs, il y a des avocats. Vous partez voir celui que vous estimez compétent ou en capacité de porter vos causes et de régler vos problèmes. Et généralement, les solutions se trouvent. On n'a même pas besoin d'aller au tribunal pour ça. Parce que quand on connaît son travail, on amène l'administration à savoir que là, ce n'est pas dans son intérêt de s'aventurer au tribunal. Il vaut mieux qu'on règle ça nous-mêmes. Voilà. Et les problèmes sont faits pour être résolus, non pour s'éterniser. Alors, vive la République, vive l'école gabonaise, vivement que tous ceux qui sont acteurs apaisent leur cœur, que les enseignants apaisent leur cœur. Moi-même, je vais faire une exception. Je vais même réduire de plus de 30%, bon, on va même dire 60% de frais de consultation pour tous les enseignants. Donc, venez au cabinet. On va suivre vos dossiers, intuités personnellement, en considération de vos personnes, de vos situations. Et ça peut même aider l'administration à aller plus vite. Ne venez pas, si vous ne voulez pas m'engorger, personne ne peut m'engorger. Si j'ai 10 000 dossiers à traiter, je vais recruter les Gabonais pour faire ce travail. Est-ce que vous comprenez? Donc, les situations sont tellement différentes. Dans un cabinet, on peut très vite savoir que monsieur Ndong, lui, il a commencé tant. Voilà tant, il a disposé de temps, il n'a pas disposé de temps. Voilà sa situation, voilà. On trouve une solution, on répare. Donc, c'est un travail que je propose à nous, les acteurs, les auxiliaires de justice, pour permettre que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Donc, que chacun se dirige dans le cabinet de conseil de son choix. Il n'y a pas d'obligation à cela. Mais c'est tout. Donc, allez-y voir vos conseils, allez-y voir vos avocats et posez-leur vos problèmes. Amenez tous les éléments à votre disposition et amenez votre récit. Eux, ils vont suivre vos dossiers dans les administrations pour que ces dossiers-là soient traités le plus rapidement possible. On va s'adresser à l'administration du ministère de l'Éducation. Il a l'obligation de nous répondre formellement. Parce que l'administration est écrite, on écrit à l'administration, elle doit nous répondre et il y a des délais.
Donc, dès qu'on a la réponse, on sait quoi en faire. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on cherche, comment on appelle ça? Une interview, on appelle comment? Une audience pour aller soutenir encore le dossier. Si on en a plusieurs, est-ce qu'on fait les audiences de groupe? Et ça fait qu'on a un représentant. Sur 100 dossiers, on sait qu'un seul individu va être reçu et on va passer au peigne fin, tous les dossiers pour trouver des solutions. Au lieu de faire tout ce qu'on fait là dans l'arbitraire, au pif on choisit, on ne sait pas sur quels critères. Et beaucoup de personnes vont encore se retrouver lésées. Certains devront attendre alors qu'elles ont déjà attendu bien avant. Et d'autres qui sont arrivés hier ont des solutions trouvées. Ça crée des situations absolument de discrimination que personne ne peut entretenir et soutenir. Donc, les problèmes de nos enseignants sont connus. Que nos enseignants continuent au travers, bien évidemment, des cabinets, au-delà des solutions que l'administration va mettre en place. Même si votre situation est déjà au maître de l'administration et que ça suit son cours, allez quand même voir un cabinet. Et là, vous êtes sûr que là, votre dossier sera suivi jusqu'à sa titularisation ou jusqu'à sa régularisation finale. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite vous porter très très bien. Je vous souhaite vraiment beaucoup de paix et d'amour parce que notre pays en a besoin. Le pays est devenu bizarre. Pour moi, il ne le sera jamais. Parce que cela, je ne perdrai rien de ce que je suis. Je ne perdrai rien de ma citoyenneté. Si elle doit me conduire en prison, eh bien, ce sera avec plaisir que j'irai en prison. Mais non, je ne vous dis pas de violer les lois. Je ne vous dis pas de ne pas respecter les autorités. Je ne vous dis pas de ne pas respecter l'ordre public. On peut être ferme, on peut être critique, on peut être acerbe en restant dans les clous de l'ordre public. C'est quand on en sort que parfois il y a des problèmes. Même si je suis convaincue que, et consciente de ce que, même quand on n'en sort pas, quand on veut nous créer des problèmes, on nous les crée. Donc nous tous là, futurs prisonniers, tenons bon. C'est notre pays. C'est une étape à passer. On passera cette étape. Et on arrivera à une 6e République où nos garanties fondamentales seront absolues, inviolables, imprescriptibles et lieront obligatoirement dans une effectivité sans... Je ne sais pas comment vous dire ça. Sans embâge ou sans impossibilité de matérialisation, eh bien nos droits. Chaque peuple a des étapes. On est dans une étape institutionnelle et sur le point de vue de nos droits qui est un peu, tant, je ne sais pas comment vous dire ça, qui gazouille un peu, qui vivote un peu, qui n'est pas très stable, qui n'est pas très déterminante, qui n'est pas ferme dans les garanties. Mais tenez bon, on va s'en sortir. On doit s'en sortir. Paix et joie à tous. Beaucoup d'accalmie. Laissez Madame la ministre tranquille. On a compris tout l'environnement. On a compris tout ce qui s'est passé. Donnez-lui l'opportunité au moins de régler le problème là. Donnez-lui l'opportunité de régler. Maintenant après, si on estime qu'elle doit continuer, qu'elle continue. Mais non, si elle ne doit pas continuer aussi, elle va aller voir ailleurs. C'est notre pays. Elle est gabonaise. Et d'autres sont gabonais. Donc autant elle peut être appelée là, autant d'autres le peuvent. Personne n'a le titre foncier, comme on le prétend, d'un ministère. Et je ne peux pas penser que le président de la République soit lié à obligatoirement maintenir un individu à un poste. Je ne le pense pas. Donc si elle est là, même si tout nous montre qu'elle est désavouée, c'est que quelque part lui-même n'a pas encore décidé qu'elle parte. Et en tant que président de la République, je pense qu'il lui revient l'absolu droit de décider d'en faire ce qu'il veut. Donc, trouver des solutions. Si on a libéré, je ne voudrais pas que cette libération soit provisoire. Je voudrais que le parquet de la République, le procureur de la République prenne son courage à 2 mains et décide justement d'abandonner les poursuites contre M. Libama et M. Ndong. Vraiment, de classer sans suite ou je ne sais pas trop quoi qu'il va inventer. Mais que cette affaire ne prospère pas et qu'on sorte de cette histoire de liberté provisoire. J'ai déjà démontré qu'il n'existe pas de liberté provisoire dès lors que la culpabilité et l'imputabilité d'une personne n'aient encore été établies. Ce sont des citoyens libres
libres de plein droit. Ce qui était provisoire, c'était la détention. Maintenant qu'ils sont libres, ils doivent recouvrer toute leur liberté et que le parquet de la République fasse son travail, corrige son erreur et se rattrape au travers de l'abandon total des poursuites ou d'un classement sans suite. Voilà ce que je voulais dire. Vive la République, vive le Gabon, pour que vivent les Gabonais dans leur dignité. Ne vous taisez plus, ne vous cachez plus. Vous avez des droits, aussi minimes soient-ils, revendiquez-les utilement, sans exagération, sans vous mettre en danger. Parce que beaucoup, au départ, tu as raison, tu finis par avoir tort parce que tu exagères de ce qui t'est dû et de ce à quoi tu as droit. Et tu rentres dans des qualifications pénales qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas bien. Je vous aime de tout mon cœur. Vive la République pour que vive le Gabon. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao.